Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur Belgo Camp 21 TV. Au sommet de cette émission de géopolitique, la neutralité de l'Ukraine dans les années 2000, les enjeux économiques de l'offensive russe dans le Donbass. Les Américains ont-ils instrumentalisé la guerre en Ukraine? Les pays africains pour un renforcement de la coopération militaire avec la Russie. Je suis accompagné pour cette émission de M. Etoga Messina, notre consultant, expert en communication corporate et marketing. M. Etoga, les Américains, dans les années 2006, ont bloqué la proposition de neutralisation de l'Ukraine, faite par la France en 2006, selon les propos de l'ancien conseiller diplomatique du président français Jacques Chirac, M. Maurice Gaudot-Montagnier. Pourquoi les Américains ont-ils bloqué la proposition? Déjà, merci de l'invitation et bonjour à nos chers téléspectateurs qui ne font que s'agrandir. Et pour répondre à votre question, dans le fond, on peut observer par là que oui, l'Ukraine, les activités au niveau de l'Ukraine ont été bloquées. Bloquées par qui? Par les États-Unis, tel que l'ambassadeur Montagnier disait déjà quand il était en activité au niveau avec Jacques Chirac, je crois. Et cela se confirme quand on analyse dans une certaine continuité, quand on voit aussi le zèle qu'expose le président Zelensky et son affirmation quand, bien que les activités ont commencé au niveau de l'Ukraine, refuser cette neutralité que voudrait la Russie pour faciliter la coopération entre ces deux États-là et pourquoi pas bénéficier d'une certaine paix face à cette acceptation de la neutralité de l'Ukraine. Mais face à l'appui massif ou alors le fort appui que les États-Unis apportent à l'Ukraine, cela est confronté à une certaine riposte qui voudrait que l'Ukraine ici se manifeste en tant que grande puissance. Et donc l'analogie qui est souvent faite, qui repose sur un aspect fondamental, que celui qui est à côté d'une superpuissance perd sa souveraineté, ici est battu en brèche au niveau de l'Ukraine. Et donc, pourquoi cela se présente? C'est tout simplement parce que l'Ukraine est appuyée par une autre superpuissance qui agit en sourdine à ses côtés, qui n'est rien d'autre que les États-Unis. Et donc, on voit ici qu'à côté de cette nation est prête, cette nation elle est prête, j'ai envie de dire, est prête à s'affirmer, non pas pour son indépendance telle qu'elle nous a présenté au niveau des médias en parlant de sa souveraineté, et ce discours qui est repris au niveau des médias occidentaux, c'est juste pour affirmer ici les positions qu'auraient pris ou alors qu'auraient énoncé les États-Unis dans le conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine. Et en réponse très clairement à la question qui est posée, les États-Unis ont refusé la neutralité de l'Ukraine pour des raisons stratégiques, pour des raisons géopolitiques et pour des raisons ne fût-ce que économiques, j'ai envie de dire. Tout à fait. Si on reprend l'opération spéciale de Vladimir Poutine, elle s'est renforcée par des intérêts idéologiques. Est-ce que le Kremlin ne compte pas en partie compenser l'effort de guerre en profitant des richesses du Donbass qui disposent des terres rares et un secteur industriel? Bon, oui, on peut de façon péremptoire affirmer cela, on peut le faire. Mais est-ce que le président Poutine tend à aller dans cette voie-là? On peut supposer, mais les éléments qu'il a mis en avant pour mener son action d'opération militaire au niveau de l'Ukraine ont été énoncés: dénazifier l'Ukraine, restaurer l'honneur de la Russie et faire respecter la Russie au
au niveau international. Et donc, si aujourd'hui les analystes tendent à montrer, les analystes, j'ai envie de dire, tendent à montrer que la Russie, se repliant au niveau du Donbass, essaye de s'accaparer des richesses qui sont renfermées dans cette partie du territoire, plus précisément à l'est de l'Ukraine, on se rend compte que c'est une vue de l'esprit, mais si on se réfère aux différents événements qui ont eu lieu avant le lancement des activités, on se rend compte que ça a été tout un processus, c'est tout un processus qui a été mis en place pour aboutir finalement à l'intervention de l'Ukraine au niveau de l'Ukraine, de la Russie, j'ai envie de dire, au niveau de l'Ukraine. On parle ici, on parle par là de l'intervention ou alors de l'invite de la Douma auprès du président russe pour faciliter l'intervention ou bien la protection des Russes qui logent dans l'espace ukrainien, plus précisément dans le Lugansk et à Donetsk, et donc qui sont depuis 2014 avec la révolution du Maïdan, c'est-à-dire la révolution au niveau de la révolution du Maïdan, oui, j'ai envie de dire. Ils sont un peu persécutés et on va dire même niés. Ils ont envie de nier leur identité russe. Et donc il y a un article qui est passé au niveau de la Rada, c'est-à-dire au Parlement ukrainien, qui tend à vouloir persécuter les Russes parce qu'ils ne veulent plus que la langue russe soit pratiquée au sein de leur espace. Donc il y a ici une complication des relations qui pourrait exister entre Russes et Ukrainiens. Et donc la constitution russe tend à donner les prérogatives au président Poutine de préserver ou alors de faire respecter le russe partout où il se trouve dans le monde. Et c'est une prérogative qui est chère aussi aux États-Unis, qui, ma foi, un Américain n'est pas jugé hors de ses frontières. Et donc ici, on voit un déploiement dans le respect d'une certaine légalité au niveau de la Russie qui, ma foi, n'est pas complètement expliqué ou bien à l'entendement de tout un chacun en fonction de ce qu'on espère ou pas. Et donc certains éléments pour mettre en avant son avis ou bien son opinion sont occultés pour faciliter la manipulation des foules. Le conflit en Ukraine s'est enlisé. Serait-il possible, après 60 jours de conflit, d'avoir une solution politique? Que non, on ne saurait avoir une solution politique. C'est pratiquement impossible à l'heure actuelle, vu les envolées lyriques ou alors les envolées de discours qui sont tenus. Vous avez le voyage de Blinken, le secrétaire américain, accompagné avec Austin Floyd, ou Lloyd, j'ai envie de dire, au niveau de l'Ukraine, qui montre que aujourd'hui, la guerre ou alors les phases militaires ont changé dans la manière que cela est mené. On voit aujourd'hui un rapport de force qui voudrait établir l'Ukraine comme une certaine rivalité avec un certain rival avec la Russie, qui au départ était considéré comme un petit poussin, mais l'évolution de la guerre montre qu'aujourd'hui la résistance ukrainienne est fondée. Et donc aujourd'hui on aspire à voir l'Ukraine gagner la guerre. Et donc d'où le discours que le ministre de la Défense américain a tenu au niveau de l'Ukraine. Et donc ici le discours politique qui voudrait apporter la paix en utilisant le dialogue ou alors en utilisant les moyens diplomatiques pour ramener une certaine accalmie au niveau de l'Ukraine est botté en touche ou bien est mis en berne, tout simplement parce que les velléités de puissance des États-Unis ont pris le dessus sur le discours diplomatique que pourrait utiliser la France aujourd'hui pour ramener une certaine accalmie dans les cœurs du président russe ou alors du président Zelensky. Et donc on se pose la question immédiatement,
qui mène les hostilités au niveau de l'Ukraine et avec qui discuter. Et en réponse à cela, vous avez le ministre Lavrov qui estime aujourd'hui que, bien que cela ait été utilisé par le président Poutine par le passé en disant que l'Ukraine, les dirigeants ukrainiens ne sont que des marionnettes. Et donc aujourd'hui, cette réponse-là est fondée parce que le ministre des Affaires étrangères russe estime que s'il faille avoir une discussion aujourd'hui, ce n'est pas avec les Ukrainiens qu'il faut avoir cette discussion. Parce que la présence du secrétaire général des Nations Unies en Ukraine et en République de Russie. Je suis au regret peut-être de le dire, mais ce n'est qu'une présence pour montrer l'existence une fois de plus de cette organisation qui ne sert à rien. C'est juste pour magnifier que oui, vous savez, on existe toujours, hein, ne faites pas ce que vous pensez, on existe. Mais en soi, c'est un mécène qui vient une fois de plus porter le discours que voudraient imposer les États-Unis sur le reste du monde. Vous n'avez qu'à voir ces interventions médiatiques. Vous aurez simplement cette déduction logique-là. Et donc, il est fondé de croire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont considéré que l'ONU ne satisfait plus à leurs besoins et donc ils sont relégués au second rang et ils avancent en puissance au niveau de l'Ukraine pour sauvegarder les intérêts qu'ils ont estimé qu'ils possèdent au niveau de l'Ukraine. Et donc, ça rentre dans les 5 piliers que Michel Colomb a définis, l'occupation des espaces pour créer un certain espace vital. L'OTAN a déclenché plusieurs conflits dans le monde, plus meurtriers, mais nous n'avons pas eu droit à cette guerre communicationnelle. Qu'est-ce qui a changé? C'est la prise de conscience de l'OTAN qui a changé. La prise de conscience de l'OTAN dans sa manière de voir la guerre ou bien sa manière de s'ingérer ou alors de créer la guerre. C'est ça qui a changé. Parce qu'au départ, ils étaient peut-être aussi à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 1999, ils étaient en pointe à créer des guerres, va en guerre sans toutefois réfléchir sur la perception que l'opinion aura de ces événements qui sont créés. Aujourd'hui, les événements créés au niveau du Kosovo, de la Yougoslavie et de la Serbie, avec les 78 heures ou 78 heures au niveau des bombardements qui avaient eu lieu à cette époque-là, ont montré qu'il y a une prise de conscience et un certain aménagement de la manière de faire la guerre au niveau de l'OTAN. Aujourd'hui, cela se fonde sur 3 piliers. Aujourd'hui, il y a la guerre morale, la guerre légale et la guerre humanitaire. Et donc, vous voyez l'évolution de tous ces concepts-là ont pris leur empreinte au niveau de ces événements qui a eu lieu au niveau du Kosovo, la guerre du Kosovo avec la comparaison de son intervention. On estimait que 4 civils étaient tués par jour avant l'intervention de l'OTAN, mais 64 sont tués à son intervention, après son intervention au niveau de cette guerre du Kosovo. Et donc c'est la prise de conscience qui a véritablement changé. Et ils n'ont pas travaillé en fonction d'aménager leur intervention parce qu'ils ont les capacités militaires nécessaires. Ils ont travaillé pour capter plus la perception et l'attention de l'opinion publique. L'opinion publique sur cette activité-là, sur cette activité guerrière. Et donc, ma foi, c'est ce qui a changé le plus, la prise de conscience et la manière qui mène la guerre communicationnelle au niveau de la population. Revenons sur les accords de Minsk qui ont été signés par les républiques autoproclamées du Donbass et le gouvernement ukrainien. Est-ce que les gouvernements français et allemands n'ont pas failli dans les négociations ? Si un accord, au regard du fait que ces pays que vous venez de citer étaient garantes de ces accords-là et que par la suite les accords n'ont pas eu le droit de citer, j'ai envie de dire, ou alors n'ont pas eu une certaine application, n'est-ce pas de la mauvaise volonté ou alors d'une garantie de façade, j'ai envie de dire. Et donc c'est un échec flagrant, et cela montre à quel point
la diplomatie internationale ne prend pas en compte l'ampleur des événements qui se passent et avancent en fonction des intérêts qu'ils ont sur un dossier. Et est-ce que la France et l'Allemagne avaient intérêt à ce que les accords de Minsk aboutissent? Je doute fort que j'ai un penchant pour dire qu'ils n'avaient pas intérêt à ce que cela aboutisse. Si on prend un peu une analyse historique, on va se rendre compte que l'Allemagne a toujours voulu avoir une empreinte au niveau de l'Ukraine, pour la simple raison qu'elle veut se garantir une certaine autonomie déjà sa dépendance au gaz. Elle veut se garantir une certaine autonomie sur cette matière première-là pour mieux se sentir au niveau de son économie. Et donc, comment comprendre que cela n'a pas été? C'est juste une question d'intérêt. C'est juste une question d'intérêt qui pousse ces acteurs-là à ne pas surveiller l'application des accords de Minsk. Sinon, vous avez leur grand frère ou alors le grand-papa au niveau du côté de l'oncle Sam qui n'a pas aussi voulu que ces accords de Minsk aboutissent, pour la simple raison qu'il faudrait considérer que la Russie étant hostile à la diplomatie internationale, ou bien alors à la démocratie internationale, soit isolée, soit esselée, soit mise à l'écart, pour, n'est-ce pas, conforter leur position dans ce territoire-là. Et donc vous avez tout ça, mais au niveau européen, je crois que c'est né de la mauvaise foi de ces deux États-là à garantir ces accords de Minsk-là. Mais est-ce qu'ils avaient les capacités nécessaires quand on sait bien que les Américains sont derrière pour agir dans l'ombre? C'est un conflit qui bouleverse l'ordre mondial établi. Jacques Beau a été membre du renseignement stratégique suisse, spécialiste des pays de l'Est et chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Avec le livre « Poutine, maître du jeu », il affirme que M. Zelensky a été instrumentalisé, ainsi que le peuple ukrainien, par des objectifs formulés par les Américains. Pour quelles raisons M. Zelensky a conduit le peuple ukrainien dans cette guerre? Les raisons sont diverses et on peut en tirer d'innombrables raisons au regard juste du comportement du président Zelensky. Mais si on se réfère à l'analyse proposée par Jacques Beau, on se rendra compte que c'est encore une question d'intérêt, mais qui maintenant est le marionnettiste du président Zelensky? Et si on répond à la question par le fait que c'est les États-Unis qui sont derrière, on a la lucidité de dire que c'est juste une question d'intérêt des États-Unis à avoir l'Ukraine dans leur escarcelle ou bien dans leur poche. Pourquoi maintenant est-ce que l'Ukraine veut avoir, pourquoi est-ce que les États-Unis veulent avoir l'Ukraine dans leur poche? Il y a deux ou trois raisons fondamentales. L'Ukraine est une région stratégique qui leur permet d'avoir une certaine ouverture ou alors des matières premières qui sont considérées comme rares et qu'ils ne possèdent pas pour leur économie. Et au-delà de ça, vous avez aussi la conflictualité historique qu'il y a entre les Amériques et la Grande Russie. Et cette conflictualité-là ne peut que se nourrir des appétits des dirigeants ukrainiens qui sont aujourd'hui considérés comme étant ayant une appartenance au mouvement néo-nazi. Et si cela me permet de rappeler au passage que la nutrition du néo-nazisme est au fait au passage des États-Unis qui ont cessé de former ou alors d'apporter une certaine assistance à ces groupes-là par le Pentagone précisément, tel que le dit l'auteur du livre, Poutine, le maître du monde. Ils ont cessé, disais-je, d'apporter leur assistance en 2018
le Pentagone, j'entends, a cessé d'apporter son assistance à la formation des hommes de l'extrême droite, comme on les appelle habituellement. Et cela montre le lien qui existerait entre les puissances. J'ai envie maintenant de globaliser ma réponse pour dire le lien qui existerait entre les puissances occidentales et les mouvements nazis qui ont cours au niveau de l'Ukraine. Et au niveau européen, si vous avez souvenance, c'est une négation même de l'existence de ce mouvement néo-nazi. La négation même dans la manière de parler, la manière de présenter les événements, pousse à croire que le président Poutine est dans un délire. Quand il affirme, mordicus, qu'il va dénazifier l'Ukraine. On estime qu'ici en Occident, qu'il est dans un délire. C'est une vue de l'esprit, que cela n'existe pas. Que non, l'ouvrage de Jacques Beau nous montre aujourd'hui que c'est un fait. Et nous, dans nos précédentes émissions, s'il faille le rappeler, on a mis en exergue ce pan de l'analyse qui est manquante au niveau de la sphère médiatique occidentale et qui pourrait alors là apporter une certaine paix parce qu'on aura retrouvé la lucidité d'analyse. Et ma foi, on n'a pas été très loin de ce que représente la vérité sur cette question-là. Et donc, Jacques Beau, oui, il a écrit un très bel ouvrage, Poutine, maître du monde, et il explique beaucoup de choses à l'intérieur, telles que les insignes nazis qui existent au niveau de l'Ukraine, et le lien qu'il y a entre le président Zelensky et les mouvements nazis dans son pays, le groupe Azov, pour ne citer que cela, le secteur droit, pour ne citer que cela. Et aux Amériques, vous savez, si vous avez lu le livre, il parle aussi de l'existence des néo-nazis au niveau des Amériques, avec le mouvement Rise Above de Robert Mundo, si j'ai bonne souvenance. Et donc vous voyez ici, il y a des liens qui sont nés, et des liens qui sont entretenus, et des liens qui sont nourris par nos puissances de la communauté internationale, j'ai envie de dire, pour faire court. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il reconnu l'indépendance de la République du Donbass? Le président Poutine, c'est faire court que de dire qu'il a reconnu la République du Donbass, c'est faire court. Parce que c'est tout un processus qui a fait intervenir plusieurs acteurs qui a abouti finalement à cette reconnaissance-là. C'est pas si aujourd'hui on se met à dire qu'il a reconnu, à dire qu'il s'est levé en termes de dictateur. C'est le message médiatique. Oui, c'est le message. Oui, mais maintenant il faut le déconstruire pour montrer, pour exposer les faits qui se sont passés et ayant abouti à cette reconnaissance-là. Dans une de nos précédentes questions, j'ai parlé de l'action de la Douma et l'action de la Rada qui a permis aux différents acteurs de prendre certaines positions. Et maintenant, les actions qui sont menées sur le terrain en termes d'oppression, en termes de mise en mal des Russes ou alors des populations étant russophones dans ces régions-là, a permis à la Douma, par exemple, au niveau de l'Ukraine, de la Russie, j'ai envie de dire, de proposer intentionnellement au président russe d'apporter une assistance de protection à ces peuples-là. Et ce peuple-là, avec la révolution du Maïdan, a réclamé une certaine autonomie qu'il a obtenue, mais restant dans l'escarcelle de l'Ukraine. Mais avec une certaine volonté de reconnaître son autonomie, que cela soit inscrit dans la Constitution et tel que la Rada l'a affirmé. Mais les événements évoluant, on se rend compte que la Rada veut nier
l'existence de cette disposition-là et s'accaparer tout simplement de tous les pouvoirs en niant l'autonomie réclamée au préalable par les populations du Donbass. Ce qui aboutit naturellement à une certaine conflictualité qui va faire 8 ans, sans toutefois que la sphère médiatique n'en parle, sans toutefois que la sphère politico-médiatique, j'ai même envie de dire, n'en parle. On se souvient alors par là avec le documentaire d'un excellent journaliste français sur les événements d'Odessa, qui n'a pas fait tambour battant jusqu'ici, bien que cela ait existé avec les charniers. Aujourd'hui, on nous parle de Boucha, mais il y a d'abord eu Odessa. Et donc, on se rend à l'évidence que tous ces événements-là mis ensemble poussent la Douma, par exemple, a proposé au président Poutine de reconnaître alors les populations du Donbass et partant d'apporter une certaine sécurité. Et la sécurité ne peut que venir si ces populations se sentant autonomes demandent de façon officielle l'assistance de la Russie dans sa quête à la souveraineté ou alors à une certaine protection face à un ennemi, bien qu'il soit au niveau de l'Ukraine, face à un ennemi qui ne veut que les persécuter à l'arme lourde, avec de l'arme lourde. Et donc cela a été fait, ce qui a abouti à la reconnaissance du président Poutine au début de l'année 2022, avant le début du conflit. Il y a la reconnaissance de certains actes forts qui est le déclenchement des hostilités, des événements que nous vivons aujourd'hui. En 2019, M. Emmanuel Macron avait choqué les opinions occidentales en affirmant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que l'opération spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine a renforcé l'OTAN? Dans une certaine mesure et sur certaines positions de quelques analystes qui montrent que l'action du président Poutine au niveau de l'Ukraine renforce la solidité ou alors la confraternité qui existe entre les États européens. Mais si on parcourt le livre de Jarbeau, on se rend à l'évidence que le président Macron avait vu juste dans son analyse en affirmant que l'OTAN est en instance de mort cérébrale. Mais restons dans les positions de ceux qui considèrent que l'OTAN a encore droit de citer. On va rester dans leur position pour montrer que c'est une vue de l'esprit. Si on considère, au regard du livre de Michel Collomb, Informez-vous, si on considère que l'OTAN est dirigée aujourd'hui par les États-Unis et que l'Union européenne, à sa suite, ne fait qu'appliquer les décisions qui viennent de la Maison-Blanche, est-ce que l'OTAN, alors, avec la participation des pays de l'Union européenne, est encore en capacité d'apporter une certaine réponse tout simplement à certains conflits. C'est pourquoi le président Macron estime que l'OTAN est déjà en mort cérébrale. Ça veut dire tu vis, mais tu n'as pas les capacités d'apporter quelque chose à la vie continuelle que les autres essayent d'avoir. Et donc, tu es là, on ne peut que t'assister. C'est une certaine assistance. Et quand il parle de mort cérébrale, est-ce que les États-Unis ont cette vision? Que non. Il prend la position là en tant qu'Européen. Il prend la position en tant qu'Européen pour affirmer cela. Et si on prend maintenant cette position-là pour greffer cela à l'existence de l'OTAN, on se rend compte que c'est la position de l'Union européenne qui est mise en mal ici et qui essaye de choquer les consciences pour un éveil par la suite. Et donc, si aujourd'hui il évoque la mort cérébrale de l'OTAN, c'est pour ici montrer que c'est l'Union européenne qui est en état de mort cérébrale, ce n'est pas l'OTAN. Parce que l'OTAN, sa figure symbolique, c'est les États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont en état de mort cérébrale? Tout le monde est fondé à dire que non. Et donc,
selon sa posture, on peut dire de façon claire qu'il était ici en train de faire l'assistanat qu'apporte l'Union européenne au niveau de l'OTAN, qui, pour lui, ne porte sur aucun fruit et n'apporte pas une certaine accalmie dans ce qu'ils recherchent, ou alors des bénéfices de leur action dans leur visée et de leur coopération auprès de l'OTAN. Et donc, c'est dire non que pour moi, une certaine résonance au niveau de l'Union européenne et qui permettrait à cette communauté de destin de redéfinir ou alors de repenser leur manière de cultiver une certaine relation avec leur maître de maintenant. Et pourquoi pas s'affranchir, ça pourrait naître avec la force qu'ils essayent de mettre en place pour sortir de cet état comateux qu'ils sont. Et pourquoi pas s'affranchir catégoriquement de l'OTAN, puisque quand on est en état de mort cérébrale, on vit par le fait qu'on est assisté. On pourrait penser que c'était une volonté du président Macron de vouloir vraiment sortir de l'OTAN et donner une certaine liberté, une autonomie à la force de défense européenne qui est mise en place et qui a certainement été abandonnée. Oui, c'est la lecture, mais en d'autres mots, c'est la même lecture que je viens de faire, mais en d'autres mots, pour faire simple. Mais c'est pour choquer, non pas les États-Unis, mais pour réveiller les États européens et mieux faire passer la force qu'ils proposent. Et mieux faire passer la force qu'ils proposent pour que ces États-là, ces assistants de l'OTAN apportent une certaine force à ces 500 000 soldats qu'ils essayent de mettre en place pour contrebalancer la prégnance de l'OTAN dans leur sécurité. Et donc l'autonomie en termes de sécurité au niveau européen est mise sur la table. Et donc ils sont en état de mort cérébrale, non pas parce que c'est l'OTAN, mais ils sont mis en état de mort cérébrale juste parce qu'ils ont choisi des politiques qui les mettent en état de mort cérébrale. Le 7 mars 1992, le New York Times publie une ébauche de défense Planning Guidance 1998-1994 du Pentagone qui esquisse la stratégie des États-Unis. Je cite, « Notre premier objectif est d'empêcher la réémergence d'un nouveau rival sur le territoire de l'ex-Union soviétique ou ailleurs, qui représente une menace de l'ordre de celle que représentait l'Union soviétique. Concernant l'Europe, nous devons chercher à éviter l'émergence d'arrangements de sécurité uniquement européennes qui pourraient affaiblir l'OTAN. Est-ce que l'Union européenne n'a pas occulté une vision de défense commune? Peut-être je suis mal placé pour répondre à la question, mais je vais m'essayer. Et je dirais d'emblée que l'Union européenne a occulté simplement ses intérêts. A occulté ses intérêts parce qu'elle était dans une certaine rêverie, ou bien alors les acteurs qui menaient ces actions-là étaient en accointance avec les intérêts américains d'alors. Mais à la lecture de cet extrait, on se rend compte que les think tanks ont une certaine importance dans la fabrication ou alors la fabrication des stratégies de développement des États. Et ici, en l'occurrence, on parle précisément de la Rand Corporation qui existait déjà aux événements de la guerre froide, qui a édifié le gouvernement américain à mener dans les activités dans ses activités au niveau de la guerre froide. Et bien après la guerre froide, cette institution-là a continué à proposer ses services à l'État américain. Est-ce que maintenant les Européens ont édulcoré l'existence de cette institution-là qui travaille non pas pour les intérêts européens, mais plus pour les intérêts américains? Je pense que c'est une autorité publique et dont ils étaient au fait, ce qui me renvoie à dire
que les acteurs d'alors étaient en accointance avec les finalités des buts visés par les Américains. Continuant dans cette voie, je me projette à dire que les États-Unis, en appui avec cette institution-là, ont porté des projets qui ont abouti à définir une certaine prégnance ou alors une certaine domination des États-Unis dans des espaces qu'ils auraient définis comme étant vitaux pour leur existence dans le monde. Et c'est d'où on aboutit à leur conflictualité avec la Russie, qui émane de la balkanisation de l'URSS. Et donc, cela me pousse à dire que cette conflictualité est mise en avant, est vendue au niveau européen pour mieux esseler, écarter la Russie de la sphère internationale. Mais à la lecture du livre de Jarboe, on se rendra à l'évidence que certains acteurs certains acteurs majeurs, j'ai envie de dire, de la politique américaine, ayant travaillé dans les sphères restreintes de prise de pouvoir, ont essayé de mettre en avant cette volonté d'agresser, non pas de façon manifeste, mais une agression tacite des États-Unis vis-à-vis de la Russie pourrait pousser à l'émergence d'un certain conflit dans une localité bien précise. Et ils ont défini l'Ukraine comme étant le déploiement de ces hostilités-là, et nous sommes en plein dedans. Et il faut ici noter les propos de Berensky, qui disait la Russie ne peut être considérée comme une puissance dominante si elle ne contrôle pas, ou alors si elle n'a pas une influence majeure au niveau de l'Ukraine. Et donc, dans la stratégie développée par la Rand Corporation, on voit ici l'ambition de nier l'influence de l'Ukraine déjà, d'abord pour elle-même, pour son économie et pour son existence même en tant qu'État fort. On voit cette négation-là et par extrapolation, on se rend compte qu'ils ont développé aussi une stratégie pour montrer aux États issus de la balkanisation que la Russie ne peut plus apporter, ou alors ne pourrait plus apporter, une certaine sécurité ou alors ne serait juste un cas d'agression à leur souveraineté. Les événements de l'Ukraine montrent que les observations qu'ils ont faites sont fondées. Et ils ont travaillé pour que cela arrive. Et aujourd'hui, vous avez les envolées d'adhésion de ces pays des Balkans-là à l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail dans les mécanismes de fonctionnement de pouvoir dans ces États-là qui poussent les États à entrer en conflictualité avec la Russie, tout en acceptant, en adoptant des comportements qui viendraient de la communauté internationale et précisément des volontés des États-Unis. Vous avez le président de la Biélorussie qui est honni aujourd'hui. Il est honni tout simplement parce qu'il estime que lui, il est en amicalité avec la Russie. Il écoute le discours de la Russie, et donc pour lui la Russie est un grand pays avec qui il faut coopérer. Mais quel est le discours qu'il reçoit par la suite? On dit maintenant que Poutine a envie de reconstruire la petite Russie. La petite Russie, dont il est toujours là dans un esprit de reconquête. Et donc c'est des discours qui poussent les États issus de l'ancienne Union soviétique à avoir peur des velléités maintenant, non pas de la Russie, mais du dirigeant actuel. Et tels que les agissements de Poutine sont perceptibles par la majeure partie de la population mondiale, tout le monde serait fondé à dire que Poutine veut envahir telle région, sans toutefois prendre en compte les actions
des actions stratégiques, des politiques pensées et menées par les États-Unis pour contrecarrer la paix tout simplement. Est-ce que ce n'est pas effrayant lorsqu'on lit le Défense Planning Guidance qui dit « Concernant l'Europe, nous devons chercher à éviter l'émergence d'arrangements de sécurité uniquement européens qui pourraient affaiblir l'OTAN ». Est-ce que ce n'est pas effrayant pour les titans européens, les penseurs européens qui n'ont pas anticipé ce planning guidance qui date quand même de 1998? Mais ont-ils la volonté de mettre en mal ce plan? Non, je me répète à dire qu'ils étaient en accointance avec les volontés des États-Unis, puisque ce document... On pourrait dire qu'ils n'ont pas mesuré l'envergure de ce... Peut-être qu'ils n'ont pas mesuré l'envergure. Ça reprendrait encore... si on prend un autre parallèle, on pourrait aussi on se poser la question, est-ce que le monde n'a pas mesuré l'envergure des propos du général Colin Powell quand il affirmait mordicus que les armes de destruction massive en secouant sa petite boutelette là, pour montrer que oui, les armes de destruction massive existent en Irak. Donc oui, on vous présente quelque chose et on vous présente ce qu'on veut vous présenter pour que vous adoptez les principes qui sont les nôtres. Et donc peut-être on nous a présenté un document qui était en faveur des intérêts d'alors, pour en accord des intérêts de l'institution Union européenne pour l'époque. Maintenant, ils se rendent à l'évidence compte que c'était des visées bien lointaines, que des visées... Ça, nous sommes en 1988. Ouais, c'est à quelle période, si on contextualise à quelle période. Et si on regarde la période, on se rend compte qu'on est à la sortie de la guerre froide et de la destruction du mur de Berlin il y a en 90, et les États, est-ce qu'ils s'affirment, la construction même de l'Union européenne. Donc c'est tout un projet qui est en train d'être mis en Ils ont anticipé alors la construction de l'Union européenne sur ce plan-là. Ils ont anticipé et ils ont proposé l'Union européenne que eux ils voudraient avoir. Et c'est cette Union européenne-là qui a pignon sur rue aujourd'hui. C'est cette Union européenne qui a pignon sur rue. Mais est-ce que les Européens avaient la vocation à refuser cette proposition? Que non. Qui a fait gagner la guerre à l'Union européenne? Qui a redonné le blason d'une certaine puissance à l'Europe? On appelle ça comment? Le débarquement. C'est le débarquement. Et qui débarque? L'oncle Sam. L'oncle Sam. Et qui vient avec une certaine opération, soi-disant, de renchérissement de la vie économique au niveau européen. On se rend à l'évidence, quand on parle comme ça, on voit le plan Marshall. Le plan Marshall. Donc, les États-Unis n'ont pas peut-être posé cette condition en termes de négociation, mais ils ont posé cette condition en termes de diktat. Voici ce que vous allez faire, parce que vous nous devez ça. Et donc, au niveau de l'opinion publique, on a dit une certaine coopération existerait entre l'Union européenne, mais en sourdine, on peut considérer que c'est un diktat, parce qu'à portée lointaine, on se rend compte que ils n'ont pas pris en compte leurs intérêts dans cette histoire. En 2019, la Rand Corporation, un think tank américain, créé en 1948 pour conseiller le ministère de la Défense américaine, a publié un document sur la stratégie américaine envers la Russie, fournir une aide létale à l'Ukraine, augmenter le soutien aux rebelles syriens, promouvoir un changement de régime en Biélorussie, exploiter les tensions dans le Caucase du Sud, réduire l'influence russe en Asie centrale, remettre en question la présence russe en Moldavie. Est-ce que c'est illusoire pour des peuples de croire à la paix, puisque en aucun moment il ne mentionne la promotion des droits humains ou l'état de droit? Les peuples, c'est illusoire de croire à la paix pour les peuples, c'est illusoire, pour la simple raison que les hommes qui nous dirigent sont au fait de certains événements que le peuple n'est pourtant pas. Mais les aspirations de paix que porte le peuple, est-ce que cela rencontre les aspirations de vie normale, de vie
en émergence, de vie quotidienne améliorée, parce que tout cela porte sur des conquêtes. Parce que si tu veux vivre normalement, si tu veux vivre avec une certaine économie améliorée, il te faut, si tu ne possèdes pas certaines richesses, il te faut aller conquérir des marchés, des recherches de débouchés pour établir une certaine politique sociale viable. Mais cela a un coût. Cela a un coût. Et dans les peuples, s'ils aspirent à tout ce bien-être, il faut aussi être au fait que ce bien-être a un coût. Et donc, ils aspirent à une paix illusoire, j'ai envie de dire. Ils aspirent à une paix illusoire parce que les acteurs qui mènent aux destinées des nations sont confrontés à des pressions, à des influences guerrières, j'ai envie de dire, qui les poussent à certaines ripostes et dont le débouchement n'est rien d'autre que la guerre. Rien d'autre que la guerre. Et donc, pour l'instant, si cette question que vous posez revient sur la table aujourd'hui, c'est parce que l'Europe est confrontée à cette réalité-là. Mais dans les pays africains, cette réalité-là est quotidienne, elle est existentielle, elle est manifestement dans l'esprit même de tout Africain que la guerre est notre quotidien. Aujourd'hui, le Cameroun, pour prendre cet exemple, on connaissait que c'est un havre de paix. Mais à une certaine période, pas loin que l'avènement de Boko Haram est venu chambouler cette dénomination que le Cameroun avait. Et pourtant, le peuple camerounais s'est connu de notoriété publique, aspire à la paix, travaille pour la paix et construit même la paix. Mais vous avez l'intervention du Boko Haram, si vous regardez ses origines, vous verrez qu'il y a des forces qui sont créées pour venir nuire à la stabilité des États, à la stabilité même des peuples. Et donc, n'étant pas au fait de tout cela, le peuple, à ce qui aspire à la paix, n'est que confronté à cette difficile compréhension, j'ai envie de dire, qui met à mal ses aspirations de paix. Et fournir une aide létale à l'Ukraine, qui disent des think tanks américains, en 2019. Aujourd'hui, les Américains ont fourni en armement la moitié du budget de la défense, l'équivalent de la moitié du budget de la défense française. Mais les Américains sont en application du projet qu'a défini la Rand Corporation pour esseler, diminuer l'influence de la Russie dans son espace et mieux la maîtriser. Le but visé ici, c'est de se rendre compte que les États-Unis gouvernent le monde et font agir leur politique, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Et donc, s'ils utilisent les moyens tels que vous énoncez là pour affirmer leur position, c'est de bonne guerre parce qu'ils ont travaillé, ils ont défini un plan qu'ils ne font que mettre en branle. C'est tout con, mais c'est ça. Et vous avez... Comment vous estimez que c'est à l'avènement de la guerre ou alors de l'opération militaire spéciale en Ukraine que directement le budget des États-Unis est préparé à sortir autant de montants pour venir en aide à l'Ukraine, si ça n'a pas été préparé dans le passé? Comment comprendre cela? Si on fait un peu d'économie, on se rendra compte que dans la marche d'une bonne activité, il y a toujours un point qu'on laisse de côté pour parler des divers. On garde un petit 15% pour parler des divers. Mais peut-être c'est pas comme ça que les États fonctionnent, mais les fonds de souveraineté. Mais aujourd'hui, on parle de l'équivalence de quelque chose qui représenterait quoi au niveau de la moitié du budget de la défense. En aide c'est quel fonds de souveraineté ça? C'est quel fonds de souveraineté ça? Mais ça ne met pas en mal l'économie américaine, qui aujourd'hui supporte à ce qu'on dit. Est-ce que ça ne présage pas une guerre de longue date? La guerre, elle est déclenchée et aujourd'hui, on est en train de
sorti des envolées lyriques pour entrer effectivement dans la guerre physique. Aujourd'hui, c'est que la Russie estime qu'elle n'est pas en guerre avec l'Ukraine, elle est en guerre avec les États-Unis et l'Occident, pour faire une certaine généralité. Mais les armes qu'ils envoient, ce sont des signes qui montrent que c'est... Est-ce que ce n'est pas une guerre aussi pour mettre en mal l'unipolarité qu'on a connue, cet ordre établi? Si on se positionne du côté de la Russie, on va voir, bien qu'on soit externe à ce qui se passe, on va voir que c'est une remise en question de l'unipolarité qui existe aujourd'hui. C'est une remise en question des relations internationales, c'est une remise en compte de la considération qu'on apporte à aux souverainetés des États. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que les États-Unis, dans leur manière de créer des rapprochements avec les États, ont hissé les ONG au-dessus des souverainetés étatiques. Et donc, la Russie est en désaccord avec cette politique-là, et donc c'est une remise en question fondamentale. C'est une remise en question fondamentale. Maintenant, comment nous, aujourd'hui, on perçoit cela? Est-ce qu'on est partie prenante, ou alors est-ce qu'on se prépare à entrer en conflit, soit en partenariat avec l'Union européenne, soit en partenariat avec la Russie, pour mener à bien la dislocation de cet ordre établi? C'est la question que l'Union européenne, les États-Unis se posent quand ils posent un regard sur les activités de l'Afrique concernant ce conflit. La Russie est présente en Afrique. On constate que la coopération Russie-Afrique prend une nouvelle dynamique. Récemment, le Cameroun a renforcé sa coopération avec la Russie, une coopération qui, je rappelle, qui est vieille de 2015. Cela m'amène à vous poser la question fondamentale. Qui contrôlera l'Afrique? J'ai déjà été confronté à cette question, mais j'avais fait une peinture en énonçant 3 acteurs, c'est-à-dire les Africains, les Amériques et la Russie. Maintenant, qui contrôlera l'Afrique? Je dirais d'emblée que l'Africain contrôlera l'Afrique. Et pour être plus obligeant, je dirais doit contrôler l'Afrique. Et maintenant, est-ce qu'il doit contrôler l'Afrique avec un regard biaisé sur les événements qui se jouent dans le monde, parce qu'on n'est plus on ne vit pas dans un vase clos. Il y a des événements qui affectent la marche de la destinée de nos nations. On prend juste l'exemple du conflit russo-ukrainien avec le blé, l'élément blé, qui influence, qui impacte toutes les économies, qui impacte tous les États aujourd'hui. En Afrique, c'est la rareté, qui est une augmentation, une inflation qui naît dans divers États. Et donc, on doit être ingénieux dans notre volonté à contrôler l'Afrique, mais avec une certaine collaboration avec des acteurs tels que la Russie, les États-Unis, la France et tous ces États-là qui aimeraient travailler avec nos pays. Mais l'idéologie qui est sous-jacente dans la question que vous posez, qui contrôlera l'Afrique, est en conflictualité avec les aspirations que mettent en avant les États considérés comme étant superpuissants. Quand vous prenez le seul cas des États-Unis, vous avez 5 piliers qui fondent leur déploiement au niveau des relations internationales. C'est la constitution d'abord d'un espace qui leur permet de sauvegarder leurs intérêts et agir en tant que dominant, en tant que superpuissance. C'est une construction d'une économie, qui se veut majeure avec un certain contrôle, un certain gendarme. Ils doivent être le gendarme du monde pour contrôler les faits et gestes de tout État et sanctionner au mieux, ou bien alors être votre porte-parole pour faciliter
les actifs de vos États avec le système SWIFT, par exemple. Et il y a un parallèle qui est né, le MIR avec les États de la Russie, la coopération de Shanghai qui a fait naître un nouveau système qui est en dehors du système SWIFT. Et donc, le troisième pilier que les États-Unis mettent en avant, c'est la constitution d'un espace vital. Est-ce que l'Afrique est un espace vital? Dans ce cas, oui. Vous avez Africom qui est né. L'Africom, c'est les États-Unis qui ont mis ça en place pour venir garantir la sécurité africaine, comme si nous étions dépourvus des forces armées. Mais ils ont mis en place Africom. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Africom? C'est pour contrôler les échanges, contrôler ce qui nous pousse maintenant au quatrième point, contrôler les routes stratégiques et les matières premières stratégiques. Et donc, partant de là, c'est montrer une fois de plus en 5e position la superpuissance, considérer que les États-Unis sont le Dieu sur terre. Et donc, on ne peut pas faire sans eux. Ou tu fais avec eux, ou tu ne fais pas, ou bien c'est eux qui font et défendent les nations. Quand je prends ce cas-là, le rapport que l'Afrique pourrait avoir avec les États-Unis, on voit bien que là que c'est un rapport de subjugué, c'est un rapport de simplement, on dit non, on ne peut pas contrôler l'Afrique, c'est vous qui allez contrôler l'Afrique à notre place. C'est tout ce qu'on aura à faire si on essaye d'avoir un rapport avec les États-Unis. Donc il y a une négation même de notre souveraineté. C'est quand on essaye de prendre en compte les visées des États-Unis. Mais est-ce que c'est le cas pour la France? Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. On prend juste le phénomène du franc CFA, c'est la même chose. Ils essayent de contrôler l'Afrique, contrôler de fond en comble l'Afrique. Même si on prend l'Angleterre avec ses anciennes colonies, ils contrôlent toujours l'Afrique parce que ce n'est pas nous qui fixons les prix de nos matières premières, c'est toujours un axe de contrôle. Parce que vous travaillez, nous on contrôle votre manière de travailler. On vient vous dire comment travailler, comment augmenter la production, comment. Et au final, on est dans un système d'esclavagisation qui est perpétuel. Parce que dites-vous bien que c'est pas fini, cet esclavagisme-là. Nous, on travaille, mais on ne sait pas fixer les prix des revenus ou alors de notre récolte. On ne sait pas fixer les prix. C'est les bourses internationales qui fixent les prix de nos récoltes. Et donc, nous, on ne peut que fonctionner avec le système d'intermédiaire local pour subvenir à nos besoins. Et au niveau des États, quand vous arrivez à vendre votre production à des pays en coopération multilatérale, on se rend compte qu'il y a l'existence du système franc CFA qui bloque encore, parce que c'est la France qui doit déterminer que oui, tu vas vendre ça à l'autre là, toi tu vas vendre ça à l'autre là. Non, ça c'est plus mieux pour moi. Donc ils contrôlent l'Afrique, Et le rapport de l'Afrique maintenant avec la Chine ou la Russie nous pousse à penser que, vu le développement qui est fait aujourd'hui, nous pousse à penser que c'est un rapport qui tend à vouloir valoriser l'existence du continent, qui tend à reconnaître son existence, qui tend à vouloir non pas considérer le continent comme étant une source de matières premières, mais en niant l'existence des humains qui sont présents dans cet espace-là. Mais ces deux pays-là sont à côté pour la construction des infrastructures, le développement d'un bien-être au niveau africain. C'est cette collaboration-là qui est née, qui permet aujourd'hui au Cameroun de respirer, d'avoir une certaine latitude dans le choix de ses partenariats, d'où cette information que vous mettez sur la table qui fait mal, ce rapprochement de Moscou et du Cameroun en période de guerre internationale, ou alors même pas de guerre internationale, de guerre du pétrole. Moi, je qualifie l'opération militaire du président Poutine aujourd'hui de guerre du pétrole, de guerre du gaz, parce que tout est tourné autour de ça, parce que la sanction que pourrait
porter les États européens, qui pourrait affecter au mieux la Russie, c'est par exemple la sanction sur le gaz. Donc c'est l'élément fondamental qui pourrait mettre un terme à cette crise-là. Et donc le rapprochement du Cameroun avec la Russie pose un autre regard que les États-Unis, la France pourraient avoir. Et donc cette perception de gagner sa souveraineté. Est-ce que ce n'est pas là la fin de l'unipolarisation qu'on a connue? Ce n'est pas un acte qui marque que le monde est multipolaire aujourd'hui? Non, non, pas du tout. C'est juste un acte qui permet aujourd'hui aux États africains d'affirmer leur souveraineté et d'affirmer leur existence. Mais on peut aussi, c'est un élément qui permet de montrer l'existence d'autres coopérations en dehors de celles qui existent ou bien qui est proposée de manière virulente ou de manière qui est imposée tout simplement. Voici ce que vous allez faire. Vous ne pensez pas à l'existence des autres puissances. Il n'y a que nous, vous coopérez avec nous, c'est tout. Et donc aujourd'hui, l'affirmation de notre souveraineté fait naturellement penser à la dislocation de cette unipolarité. Le sommet Russie-Afrique est en préparation, qui sera le deuxième après celui qui a eu lieu en 2019 à Sochi. Qu'est-ce que l'Afrique pourrait attendre de ce sommet? À Sochi, les points suivants ont été abordés: la coopération en matière d'économie, les investissements, les relations sociales et le contact éducatif. Qu'est-ce que l'Afrique pourrait attendre de ce sommet? Une seule chose, à mon avis, une coopération saine. Mais la coopération saine ne peut que venir au regard des acteurs qui sont déployés. Et est-ce que les intérêts des Africains rencontreront les intérêts russes pour créer une certaine alchimie dans cette relation qui est naissante mais vieille, qui permettrait tout simplement aux États africains de gagner plus en affirmation de soi, en affirmation de nos États, de gagner plus en élaboration des stratégies de coopération qui mettent plus en avant la conquête des intérêts africains et la conquête des espaces qui leur seraient bénéfiques pour le développement du continent. Si aujourd'hui on considère que l'éducation est un pan essentiel pour le développement de l'Afrique, ouais, les Africains pourraient aller étudier de ce côté-là. Mais certains analystes considèrent que c'est changer de maître. C'est changer de maître. Et quand on réfléchit ainsi, on se met déjà dans une position de subjuguer et on doit juste identifier le maître qui va satisfaire les simples besoins qu'on aura, à savoir manger, boire, dormir. Pourquoi ce n'est pas considéré comme une coopération, un échange d'amitié, une coopération économique, une coopération politique, une coopération de sécurité, comme avec certains pays comme la France, comme les États-Unis, comme l'Angleterre? Pourquoi face à la Russie, Justement, ce n'est pas considéré parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Pourquoi, si on se pose simplement la question du pourquoi la Russie s'intéresse à l'Afrique, pourquoi les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, pourquoi la France s'intéresse à l'Afrique, on se rend compte que c'est parce que l'Afrique n'a pas parce qu'elle a des hommes, mais parce que son sous-sol, son sol, ses airs sont fournis en quantité d'éléments importants pour le développement des industries occidentales. Et donc la Russie, est-ce qu'elle manque de matières premières? On sera tous d'accord que non. Qu'est-ce qu'on sera tous d'accord que non? Et donc ici, il y a une certaine volonté de la Russie de développer une autre vision du monde, un monde qui est dirigé d'une autre façon, qui est plus assaini au regard des comportements qui existent aujourd'hui. C'est en cela que la rencontre entre l'Afrique et la Russie pourrait être analysée aussi
termes de dislocation de la marche du monde actuel, dans ces termes-là. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans un système de continuité, que si on lit que les Africains vont toujours à ces rencontres-là sans toutefois savoir ce qu'ils veulent. L'élection présidentielle en France a reconduit M. Emmanuel Macron au pouvoir. Face aux nouvelles orientations de défense et de développement avec les pays comme la Chine, la Russie, la Turquie, est-ce que M. Macron, vu le contexte mondial actuel, s'acquittera définitivement de cette monnaie qui plombe les économies des 14 pays qui agonisent sous le franc CFA? Non, non, pas du tout, pas du tout. Il sera dans le renforcement de la politique qu'il a entamée, c'est-à-dire imposer l'éco à ces pays-là qui restent fondamentalement sous le prisme de ce que le franc CFA représente, c'est-à-dire l'existence du trésor français, la fabrication de la monnaie toujours en France, bien qu'on ait enlevé les directeurs ayant droit de veto dans les différentes banques centrales, mais la politique monétaire ou alors la politique économique sera toujours définie à Matignon ou alors à l'Élysée. Tous ces éléments-là montrent que c'est un pan de contrôle que l'Afrique doit essayer de conquérir, et d'où votre question: qui contrôlera l'Afrique? Qui contrôlera l'Afrique? Est-ce qu'on est en capacité de dire au président Macron que ça fait 70 ans que cette monnaie existe, c'est une monnaie nazie? Est-ce qu'il n'est pas temps, au regard du fait que le nazisme est combattu sur la planète Terre, de mettre fin simplement à cette monnaie-là et de nous laisser créer nos monnaies? Mais non, il va continuer dans sa lancée d'imposer l'éco, et bien que les contrats qui lient l'Afrique au franc CFA soient caducs aujourd'hui, il va essayer de passer en force pour maintenir cette monnaie-là. Mais est-ce que nous, Africains, si on se considère comme étant des êtres respectables, ou on va travailler à ce qu'on dise simplement au président Macron que non, ta monnaie doit disparaître? Il faut mettre en place une monnaie, comme disait le professeur Thierry Amougou dans une précédente émission Vue de la diaspora. Il disait qu'il ne suffit pas de fabriquer une monnaie, il faut aussi savoir la gérer. Les personnes à la gestion de cette monnaie-là ne doivent pas aller tirer la monnaie et dire, bon, comme je peux avoir ma monnaie, alors je tire la monnaie comme je veux, et la monnaie devient une monnaie de singe finalement. Mais tout ça est connu. Le professeur Thierry Amougou, c'est connu, il enseigne ça. Et je crois que quand il fait allusion à ça, il essaye de mettre en avant une certaine probité que les gérants de la monnaie doivent avoir. Donc il a la science, c'est connu. Mais il n'est pas le seul à avoir ça. Il y a plein d'autres Africains qui maîtrisent les mécanismes de création monétaire, et même de la bancarisation, on s'y connaît. Maintenant, il faut juste, comme le professeur Agboro a l'habitude de dire, la volonté politique. La volonté politique, c'est avoir le cran pour poser une certaine demande dans les négociations pour obtenir certaines choses qu'on aurait aimé avoir par le passé. Donc ici, c'est pas demander au président Macron de mettre fin. On lui annonce qu'on sort du franc CFA. On lui annonce juste que ta monnaie et toi, on ne vous veut plus en Afrique, c'est tout. Comme le Mali est en train de faire. Mais dans la visée politique, est-ce que la politique française en Afrique est encore reconnue par les Africains comme un principe universel, le jacobinisme, autant pour moi? C'est un élément qui a cours en Afrique. On regarde juste de la structuration de nos États. On a la figure totémique et on se greffe
à sa pensée, sa logique, ses institutions, la concentration du pouvoir et tout ça. Non, la France n'a plus cette capacité-là, elle n'a plus. C'est maintenant à nous, c'est notre volonté de garder cette manière de faire, d'organiser nos États. On parle aujourd'hui de concentration et déconcentration, et la déconcentration et la décentralisation, j'ai envie de dire, dans le mode de management de nos États. Or, le jacobinisme préconise la concentration du pouvoir au sein d'une seule main, d'un seul individu. Or, il y a une certaine délégation de pouvoir avec le concept de décentralisation qui est né, et donc ça ne dépend pas forcément de l'existence de la France, ça ne dépend pas forcément de l'existence. Bien que cela demande beaucoup de moyens, et donc l'influence du franc CFA impacte sur la destinée de nos États et des choix stratégiques en matière de management de nos États qu'on pourrait faire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À très bientôt.